Ce podcast a été réalisé grâce au soutien d'une entreprise familiale engagée dont je connais les valeurs depuis très longtemps, Léa Nature, premier fabricant français indépendant de produits bio et naturels. J'aime la cohérence de Léa Nature qui propose des produits bénéfiques pour la santé et respectueux de l'environnement. Merci infiniment à notre cher partenaire Léa Nature. Bienvenue dans la saison 3 du podcast Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Je suis Anne Guéquière, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure de l'Oracle de la Métamorphose et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Chaque lundi et jeudi, dès 7h, nous partons ensemble à la découverte d'un sujet lumineux avec une personnalité qui porte une voix d'éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Regardons-le, écoutons-le, parce qu'il nous révèle à nous-mêmes, à notre mission de vie, à notre destin et aux métamorphoses nécessaires. Parce qu'il nous guide aussi. Lui, notre ciel, celui de notre naissance, notre GPS, notre boussole au gré des signes et des planètes. Mon invitée du jour est astrologue. Elle vient de signer un ouvrage paru chez Robert Laffont dont le titre résonne comme une promesse. Le ciel t'aidera. Parce que l'astrologie peut, écrit-elle, nous aider à définir notre place au sein de l'univers, à accéder à une dimension autre de nous-mêmes, connecter enfin à notre essence divine et au service de l'humanité. Alors, élargissons l'horizon de nos regards, plongeons dans les mystères du ciel, apprenons à décrypter ces messages. Bonjour Sophie Keller. Bonjour Anne. Alors c'est génial parce qu'on se rencontre d'abord le jour de la sortie de ton livre et en plus le lendemain de cette pleine lune avec une éclipse, c'est ça ? Ouais. Pas banal pour une rencontre. On se connaît déjà, bien sûr, mais... Non, tout est orchestré parfaitement. Ouais. Ça te fait quoi, justement, que ton livre sorte j'imagine c'était peut-être prévu un jour de pleine lune ou un lendemain de pleine lune ? Non, c'était pas prévu. Et c'était un scénario au départ que je ne voulais pas. Ah oui ? C'est assez surprenant comme quoi l'univers peut nous narguer. Je suis la première à dire qu'il faut pas être superstitieux et que... quelles que soient les configurations du ciel, elles sont bienveillantes. Ouais. Il n'empêche, je ne préférais pas que le livre sorte au moment de l'éclipse et dans la période d'une rétrogradation de Mercure. Même si c'est pas aujourd'hui, c'est après-demain, mais nous sentons déjà les perturbations de Mercure rétrograde. Donc, j'avais prévu mon coup avec l'éditrice, j'avais tout fait pour qu'il sorte le 15 avril. Et elle m'a contactée un mois avant en me disant j'ai une mauvaise nouvelle. C'est pas une mauvaise nouvelle, mais j'ai une nouvelle, c'est qu'il pourra pas sortir le 15 avril. Et ça sera le 27 mai. Et moi, directement, je pense à l'éclipse. Et en fait, quasiment directement, je dis ok, c'est parfait comme ça. Parce que j'ai tout à fait... aussi reconnu mon jeu en fait et je sais que c'était juste finalement que ce soit ce jour-là, mais après je me suis remis dans toutes mes connaissances autour des éclipses pour bien me remettre dans les enjeux spirituels de ces configurations-là et ne pas effectivement retomber dans les peurs de l'inconscient collectif liées aux éclipses et même si on a l'info, on ne peut pas s'empêcher d'être dans des réflexes de peur. Oui, d'ailleurs, c'est dans ton livre, tu le dis bien, tu racontes cette anecdote avec ton fils quand il a 9 ans et que tu vois qu'il y a une conjonction pour lui particulière et tu décides à ce moment-là de te dire il faut que je fasse attention, de ne pas tout programmer en fonction de ça. C'est ça, en quelque sorte. Oui, alors c'était mes débuts en astrologie. Et c'est vrai qu'au départ, si je me suis formée à l'astrologie, c'était pour me prémunir de l'aléa. Bon, c'était pour contrôler un peu plus ma vie. Ensuite, je me suis vite rendu compte que c'était tout sauf ça. Donc, c'était un outil de connaissance de soi et c'était un outil de transformation. Mais malgré cela, on ne peut pas s'empêcher d'avoir des peurs. Et surtout, je pense que vis-à-vis de nous-mêmes, on peut les dépasser relativement facilement. Et je dis bien relativement, mais quand il s'agit de nos enfants, ça peut prendre des proportions... c'est des peurs archaïques de mère... Et ça, avec l'astrologie, moi, je le vois autour de moi aussi par rapport aux personnes qui se sont formées. Mes élèves
plus d'une, en fait, dès qu'elle voit quelque chose qui peut concerner un de ses enfants, ça peut être assez terrifiant. Mais en fait, c'est là où il faut faire attention, c'est que ce n'est rien d'autre que la projection de nos peurs. Et ensuite, moi, ça a été un warning pour me dire, en fait, là, j'ai un choix à faire. C'est que soit toute ma vie, je vais avoir peur parce qu'il y a telle ou telle configuration, ou bien ces configurations, puisque j'en ai conscience, eh bien, elles vont m'aider, en fait, à être plus libre de ma vie et à prendre les décisions justes. Oui. Et en l'occurrence, ce jour-là, parce que c'était mon fils qui était invité à la campagne, et puis moi, ma réaction a été de dire non, tu y vas pas, parce qu'en fait, j'avais peur, et c'est lui qui m'a tout de suite challengée en me disant, donne-moi une bonne raison. Et là, je pouvais pas lui dire, c'est parce que c'est le retour de la lune noire, et je ne sais quoi encore. On peut pas éduquer ses enfants avec, en tout cas, moi, c'est ce que je me suis dit. Oui. On va pas passer notre vie à avoir peur des planètes. Et d'ailleurs, ensuite, les faits l'ont vérifié. Les planètes ne nous veulent aucun mal. C'est notre relation avec ce qui se passe. Alors ça, justement, tu le développes beaucoup et tu expliques, et c'est vraiment au cœur de ta pratique. Quel lien, justement, on a avec les planètes ? Oui, alors, en fait, ça fait partie de nos croyances, de nos éducations, surtout en Occident, je pense. C'est de considérer que le ciel est à l'extérieur. Donc c'est logique d'être dans une démarche quand on s'intéresse à l'astrologie de croire en fait que les planètes ont un pouvoir sur nous mais c'est parce que le ciel est extérieur à soi. Et donc le grand intérêt de l'astrologie telle que je la pratique, mais je suis pas la seule, tous les astrologues aujourd'hui pratiquent l'astrologie avec la conscience que le ciel est à l'intérieur de nous. Donc en fait, nous sommes interconnectés avec le ciel. Voilà. C'était quoi ta question au départ ? Oui, justement, par rapport aux planètes, le fait qu'elles ne sont pas extérieures à nous et que toi, tu pratiques vraiment cette astrologie de l'intériorité liée à notre psyché. Exactement. Donc, en fait, tout est synchronisé en permanence. Et il ne peut rien nous arriver du point de vue du ciel qui finalement soit extérieur à nous. C'est ça. Donc, ne pas le voir comme une menace, ou un danger. C'est ça aussi le message. C'est ça. Et en fait, là où on peut percevoir tout de même un danger, et moi, je le vis encore. Je veux dire, donc il y a ce que je dis, il y a ce que je crois, et j'y crois vraiment. Mais il n'empêche que, oui, on peut continuer d'avoir peur parce qu'il y a telle ou telle configuration, mais c'est pas une peur qui vient des planètes en elles-mêmes. C'est comment je vais pouvoir dépasser ça. Est-ce que j'ai les ressources nécessaires ? Donc, en fait, c'est des peurs qui viennent de notre inconscient et aussi de l'inconscient collectif. Bien sûr. Donc, ça nous appelle en quelque sorte à une forme de transcendance ? Forme de transcendance, ouais. Ça nous appelle à aussi mobiliser toutes les ressources en soi et toujours d'avoir le pouvoir, en fait. Mais j'aime pas du tout ce mot pouvoir. J'aime pas ça. Mais en tout cas, de ne pas le... Parce qu'il est connoté, le mot pouvoir. Mais si on le prend dans le sens premier du terme, ça va. C'est ça. Donc, en tout cas, c'est de ne pas donner le pouvoir à l'extérieur de soi et de se dire et d'en être vraiment convaincu. Moi, c'est mon travail quotidien. De dire il n'y a pas de bonnes et de mauvaises planètes, il n'y a pas de bons et de mauvais thèmes, il n'y a pas de bons et de mauvais karma, etc. C'est vraiment cette idée, pour reprendre ton terme de transcendance, de transcender aussi la dualité. Oui. Et donc de ne pas voir les choses en termes de positif, négatif. Très souvent, on me dit « Ah, mais cette configuration, c'est positif et c'est naturel de poser les choses comme ça. C'est humain. » Mais bien sûr. Et de plus en plus, moi, je vois plus les choses comme ça parce que ça en fait, ce n'est pas aidant. Oui. Comment tu l'utilises, toi, pour toi, au quotidien, Sophie ? Au quotidien, je l'utilise plus au quotidien, pour être honnête, parce que je veux pas que ce soit un outil de contrôle. Mais par contre, là où je l'utilise, c'est pour voir les grandes tendances, les dynamiques en fait qui sont à l'œuvre dans ma vie. Quand je parle de dynamique, justement, de ces dynamiques de l'inconscient. Oui.
Et en fait, j'aime de plus en plus travailler sur du long terme. Parce que c'est plus doux, en fait, et de se dire, voilà, pendant telle période, je suis dans cet enjeu. Par exemple, si on parle de Pluton, en fait, dans cet enjeu plutonien de dialogue avec l'inconscient, de transformation, justement, de passer du pouvoir de l'inconscient à la puissance de l'être, ou ce genre de choses. Et ça, c'est toujours très aidant, en fait, pour soulager un petit peu on va dire, l'intensité, l'angoisse, voilà. Et après, au quotidien, ça m'amuse toujours, effectivement, de voir le cycle de la Lune. Oui. Enfin, c'est pas que ça m'amuse, mais de toute façon, j'ai même plus besoin de regarder. Tu le ressens. Ouais, c'est-à-dire que je vis tellement enfin, ça devient, c'est tellement intégré, voilà. Et en fait, je les connais quasiment par cœur maintenant, les éphémérides. Ouais. Donc, enfin, quand je dis ça, j'y ai passé des nuits et des nuits. Donc, j'ai un peu les éphémérides, le logiciel. Tout le monde l'a, hein, mais ce que je veux dire. T'as la conscience maintenant de ce logiciel. Très aiguisé. Et c'est pour ça que j'ai plus besoin de mes bouquins quelque part. Et c'est une forme de liberté. Oui, c'est parce qu'à la fois le cadre est très pointu et en même temps, quand on le maîtrise parfaitement, on peut s'en libérer, c'est ça. Ouais, moi c'est ce que j'enseigne aussi, c'est vraiment de se détacher d'une forme d'enfermement de l'astrologie. Telle planète dit que, donc il faut que. Moi, je m'inscris en contre de ça. Enfin, même à la limite, je fais même l'inverse parfois. On pourrait presque aller se demander du coup jusqu'à quoi ça sert. Du coup, si on s'en libère tellement, pourquoi est-ce qu'on s'y attache, entre guillemets, hein ? Pourquoi est-ce qu'on s'en préoccupe, finalement ? En se faisant l'avocat du diable, un peu, hein ? Parce que on a besoin, je pense, de s'inscrire dans une... on a besoin d'être relié, en fait. On a besoin d'être donc relié au ciel, relié au grand tout, de donner du sens à une existence qui, a priori, n'en a pas toujours. Et en fait, parfois, juste le fait de remettre le nez dans ces éphémérides et puis de se dire « Ah oui, effectivement, par exemple, aujourd'hui, donc 27 mai, moi, je trouve ça absolument transcendant, absolument, voire même magique, de voir que les événements du moment, en tout cas moi, du point de vue personnel, correspondent exactement au ciel du moment. Oui. Donc ça, c'est toujours assez exaltant. Mais si je le faisais tous les jours, 10 fois par jour, il n'y aurait plus du tout ce caractère exaltant. Oui, c'est ça. Donc il y a une magie, en fait... Il y a une magie aussi, comme tu le disais, je trouve ça assez juste de dire, quand on sait qu'on est quand même dans des conjonctures soit plus bénéfiques ou porteuses, même si, comme tu le disais, il n'y a pas forcément ni de positif et négatif, on retombe un peu dans la dualité, mais voilà, c'est vrai qu'on peut être doublement porté quand on se dit, ça, c'est une période où, voilà, pour transcender certaines situations et tout ça, c'est cool pour moi. Ça donne peut-être envie encore plus d'y aller, quoi. Oui, tout à fait. En fait, le grand intérêt de l'astrologie, c'est que ça permet de dater. Et ça, de dater, pas... de dater certaines périodes, de borner certaines périodes. Et du coup, ça nous réconcilie avec le temps. Donc, la première vertu, c'est déjà de nous dire, OK, c'est normal ce que je vis. Donc ça, je trouve que c'est très important, en fait. Oui. C'est consolant, ça. Oui, c'est très consolant. C'est de dire, en fait, il y a une cause astrale. Enfin, encore une fois, le ciel n'est pas extérieur à nous, mais bon. Une influence, on pourrait dire ? Non plus, il n'y a pas tellement de mots. Mais en tout cas, c'est écrit dans les astres. En fait, le problème, c'est qu'il y a je pense qu'il y a deux réalités qui coexistent. C'est-à-dire une réalité où les choses, une matrice où les choses sont programmées et en même temps, nous sommes libres. Donc, c'est une sorte de paradoxe permanent. C'est une forme de correspondance à la fois parfaite et imparfaite. Oui. Et c'est très difficile, nous, avec notre intellect, d'appréhender ça. Oui.
Franck Lobvet, je me souviens, je l'ai déjà dit dans un podcast, mais il le dit bien. Il dit au moment où tu marches ta route, c'est déjà écrit et en même temps, tu l'écris. Ouais. C'est ce double mouvement Oui. Qui est insaisissable pour notre mental, en fait. C'est ça. Ouais. Et en fait, faut pas chercher à comprendre. Enfin, moi, je le vis comme ça. Hein. Et c'est vrai que là, moi, personnellement, j'ai eu le vertige, en fait, quand j'ai été prise de vertige, quand il se trouve que la sortie de mon livre correspond aussi à mon inversion des nœuds lunaires. Donc ça, c'est un phénomène qui se produit tous les 9 ans. Donc tout le monde, si vous voyez que tous les 9 ans, il se produit des choses, les cycles de 9 ans, c'est quand même quelque chose de très parlant. Et de m'apercevoir, et ça n'était pas du tout fait exprès, que le livre correspond exactement à l'inversion de mes nœuds lunaires, et que j'ai vécu un hiver terrible pendant l'écriture de ce livre, et que quand je me remets dans mes bouquins d'astrologie américaine, et puis qu'il y a un auteur qui dit, en l'occurrence, c'est Stéphane Arroyo, pardon, et qui dit en fait que les 6 mois qui suivent, les 6 mois qui précèdent l'éclipse, on peut être dans des états en fait absolument terrifiants. Oui. Terrifiants, vivre une sorte d'apocalypse intérieure ou ce genre de choses. Moi, ça m'a énormément aidé en fait d'avoir cette information. Tu as pu danser avec cette information quelque part, comme si c'était un mouvement double quelque part, de pas être seule avec ce vécu. Oui, c'est ça. Et en fait, de toute façon, il n'y a pas eu que l'astrologie pour m'aider à appréhender tout ça. Mais je crois qu'on a vraiment besoin, en fait, de ces informations qui nous disent, oui, vous vivez des choses que vous n'arrivez pas à comprendre, que des choses nouvelles, qui peuvent faire très, très peur. Et c'est juste ce message de, en fait, c'est normal. Je crois que c'est important. Ouais, j'entends bien. Et ça, par rapport à ces nœuds lunaires qu'on vit tous les 9 ans, ce sont des choses qui sont propres à chacun ou ça se répète pour le collectif ou comment ça se orchestre? Et en quoi ils sont signifiants finalement pour nous? Parce que toi, ils étaient couplés à l'éclipse ou ils sont liés à l'éclipse? Ils sont liés à l'éclipse. Oui. En fait, les éclipses sont toujours liées aux nœuds lunaires. C'est-à-dire que, en fait, on parle d'éclipse soit parce qu'il y a une pleine lune, soit il y a une nouvelle lune à proximité des nœuds lunaires. Donc, les nœuds lunaires, ils sont importants parce qu'ils ont à voir avec les cycles du Soleil et de la Lune. D'accord. Et de la Terre, en fait. Oui. À chaque fois, c'est du point de vue de la Terre. Bon. Et nous, donc, en tant qu'être humain, on est reliés au Soleil et à la Lune. En fait, on est biologiquement, cellulairement reliés à eux. Et donc, les nœuds lunaires, ce sont les points d'intersection de ces 2 orbites qui fonctionnent comme des vortex. Alors, il reste environ 1 an et demi, en fait, dans chaque signe. Donc, pour le collectif, ça a une importance de savoir où se situe cet axe. Donc, c'est toujours en axe. Il y a le nœud nord et il y a le nœud sud. Oui. Bon. Là où est le nœud sud, ça va faire remonter, en fait, le karma, entre guillemets, les abus, en fait, du signe où il se trouve. Bon. Donc là, en ce moment, il est en Sagittaire. Donc, tout ce qui est trop lié à la connaissance, le signe du Sagittaire, c'est le signe de la connaissance. Donc, le nœud sud, pas que la connaissance, les dogmes, les autorités, donc tout ce qui est lié aujourd'hui, le nœud sud dans Sagittaire nous demande de revoir notre savoir et en fait de repasser par l'expérience. C'est le nœud nord en Gémeaux. Donc finalement, le mantra de cet axe des nœuds lunaires, c'est un petit peu « je ne sais plus rien ». En fait. Il y aurait plein de choses à dire. Donc ça, c'est valable pour tout le monde, en fait. D'accord. Après, l'année prochaine, 2022, ça va être intéressant parce qu'il y a un changement d'axe. Tu nous en parles alors? Vas-y. Ça va être très intéressant. Le nœud sud va être en Scorpion. Donc pour 1 an et demi, le nœud nord en Taureau. Donc, dans le nœud nord en Taureau, il y a vraiment cette invitation. Donc là, en ce moment, il est en Gémeaux jusqu'à la fin de l'année. Oui. Donc, depuis
quelques mois, je ne me rappelle plus exactement, mais jusqu'à la fin de l'année, le mot d'ordre, c'est respirer. Donc, c'est aussi intéressant. Le signe des Gémeaux, c'est lié aux poumons, c'est lié à la respiration, c'est lié au mouvement. Oui. C'est lié à la jeunesse, c'est lié à la créativité. Sur un plan plus spirituel, c'est lié à la... Enfin, pas que spirituel. Bon, c'est lié à la communication, mais si on replace ça sur un plan plus spirituel, donc c'est la communication. Enfin, créer des ponts entre le visible, l'invisible, entre le conscient, l'inconscient, entre le masculin, le féminin, etc. Mais il y a cette... c'est un signe de dualité, le signe des Gémeaux. Donc, de communiquer avec notre dualité. Hein. Oui. Voilà. Puis après, on va passer vers le Taureau. Donc, nœud nord en Taureau à partir de 2022. On est vraiment dans de la reconstruction avec le nœud nord en Taureau. Ça paraît presque être une bonne nouvelle quand on dit ça, par rapport à ce qu'on vit en ce moment. Quand on dit reconstruction, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a été détruit et qui renaît de ses cendres quelque part. Ouais, il peut y avoir cette idée-là, quelque chose de productif dans le signe du Taureau, le signe du Taureau qui est lié au plaisir de la vie, qui est lié à l'abondance. C'est sans doute le signe le plus fertile, en fait, qui soit. Après, il faut toujours dialoguer avec le nœud sud en face, en Scorpion, qui peut encore révéler beaucoup d'obscurité, des choses assez destructrices chez le Scorpion. Donc c'est l'axe le plus puissant du zodiaque, l'axe Taureau-Scorpion. Aïe, oula. Ouais. Tout est possible, quoi. En puissance. En puissance. Sachant que dans le signe du Scorpion, c'est les forces de l'invisible. C'est les forces de l'inconscient. Chez le Scorpion, on est dans l'être. Et dans le signe du Taureau, en fait, on est dans la force de l'avoir. Mais quand je dis l'avoir, c'est pas forcément le matériel. C'est vraiment le rapport au corps, au sens. C'est ça qui est important. Et on va être de plus en plus, je pense, de plus en plus dans ce besoin d'intégration, en fait, au niveau du corps. Ah oui. Alors que le Scorpion, il est dans des forces psychiques très intenses et qui peuvent s'avérer être très destructrices. Oui, ou un peu désincarnées quelque part, si elles ne sont pas dans le corps. Oui. Et là, je pense que c'est un grand enjeu, mais par rapport à plein d'autres configurations, aussi Uranus en Taureau, il y a plein d'autres choses. Enfin, le phénomène de l'ère du Verseau qui s'installe de plus en plus. Et moi, je le ressens et je ne suis pas la seule. Enfin, dans l'astrologie est une matière quand même très cérébrale. Il n'y a pas que l'astrologie, mais de plus en plus, en fait... Et ardue, d'ailleurs, il faut connaître beaucoup de choses. C'est complexe. C'est très complexe. Mais là, moi, c'est mon sentiment, c'est qu'il faut que ça redescende. En fait, il y a un phénomène de descente. Moi, c'est ce que je ressens, c'est que la conscience, faut plus aller la chercher. Faut plus quelque part. Il y a une notion d'intégrer en fait, d'intégrer aussi au niveau cellulaire et en fait d'être dans le corps. Oui. Moi, je vois une grosse émergence. C'est pas récent, mais c'est en train de s'accélérer de toutes les thérapies psychocorporelles. C'est vrai qu'on est quand même passé d'une ère avec des thérapies... Bon, déjà, il y avait une ère où il y avait assez peu de thérapies. Ensuite, des thérapies plutôt verbales, où on raconte son histoire. Et de plus en plus... Alors, elles sont très bien, et je dis pas qu'il faut les mettre à la poubelle, au contraire. Mais de plus en plus, elles sont associées à des thérapies corporelles, psychocorporelles. Exactement. Ouais. Donc, c'est le grand retour du sens. Enfin, du sens. C'est-à-dire comme si le sens... avait besoin d'essence. Oui, c'est bon ça. Là, ceux qui font les citations pour Métamorphose, je suis sûre qu'ils vont prendre celle-là. Non, mais parce que le nœud sud, il ne faut pas le jeter à la poubelle. Parce que ça fonctionne toujours en axe. Donc, ne pas vouloir d'un endroit, en fait, c'est le meilleur moyen pour qu'il nous rattrape de façon inconsciente. Donc, en fait, le nœud sud, où qu'il soit, on en a besoin. Oui. Sinon, ceux qui résistent persistent aussi. C'est-à-dire que plus on le fuit, plus il va se rappeler à notre bon souvenir. D'accord. C'est sa fameuse citation de Jung, tout ce qui ne vient pas à la conscience revient sous forme de destin. Oui. Donc, on a besoin de tout. C'est ça, d'intégrer tout ça.
Dans ton livre, tu passes en revue, je crois que c'est une dizaine de planètes à peu près. Oui, parce qu'on assimile les luminaires, le Soleil et la Lune, aux planètes pour faire plus simple. Parce qu'on va pas tout le temps dire les 8 planètes et les 2 luminaires. Donc... Est-ce qu'on pourrait en passer peut-être 2 ou 3 en revue, qui te sont soit familières, soit peut-être qui vont justement être importantes là, dans les temps à venir et que tu as envie de mettre un peu en exergue? Moi, mes préférées, c'est les transsaturniennes. Donc, c'est Uranus, Neptune, Pluton. Donc, c'est les planètes qui sont les planètes de l'invisible. Jusqu'à Saturne, on voit les planètes à l'œil nu. Au-delà, ce sont des planètes dites du transpersonnel. Oui. Et le grand phénomène astrologique, et plus qu'astrologique, sociétal, dans tous les domaines, c'est que de plus en plus, ces planètes sont accessibles à la psyché. Et non seulement accessibles parce qu'on les comprend intellectuellement, mais de plus en plus, on peut les intégrer et on peut les vivre positivement. Donc, et pour moi, c'est les trois planètes du soi, en fait. C'est les 3 planètes qui permettent donc de donner véritablement du sens à notre existence et à servir, à trouver notre place dans l'univers quelque part, et à servir l'humanité à notre niveau, mais quel qu'il soit. Quand je dis servir l'humanité, c'est pas réussir des exploits extraordinaires, mais c'est dans ce que l'on fait, c'est faire du bien, du bien à son prochain. Enfin, c'est pas tellement plus compliqué que ça, en fait. Mais alors, pour Uranus, Neptune, Pluton, donc il y a toujours un côté un petit peu... tout dépend si la planète est intégrée ou pas. Alors, ça veut dire quoi? En fait, une planète non intégrée, d'une certaine façon, on va être sous emprise de cette planète. Donc, prenons l'exemple de Pluton, moi que j'adore. De toute façon, on ne peut pas faire de l'astrologie, on ne peut pas faire de la psychologie des profondeurs, on ne peut pas faire des choses, s'intéresser à des choses profondes et compliquées si on n'a pas un Pluton fort. Donc, je crois que tous ceux qui écoutent cette émission, ils doivent tous avoir un Pluton fort parce que... Oh, mes petits plutoniens, je vais les appeler comme ça maintenant. Non, mais c'est vraiment la quête de sens, Pluton. Mais un Pluton, donc pour moi, c'est la planète de l'éveil par excellence. Et c'est même, je dirais... alors que c'est la planète la plus sombre du système solaire parce que c'est la planète la plus éloignée du Soleil. Pour moi, c'est peut-être le vrai Soleil, en fait. Pour moi, c'est sans doute la planète qui permet au Soleil de briller et en ne se trompant pas de lumière. C'est-à-dire qu'il y a des personnalités qui sont extrêmement rayonnantes, mais de quelle lumière parle-t-on ? Et c'est cette planète Pluton qui permet en fait le nettoyage en profondeur, qui permet de lustrer en fait toutes les facettes de l'âme pour nous révéler à notre lumière divine. Notre essence. C'est ça. Donc pour moi, c'est sans Pluton, pas de lumière. Mais un Pluton mal intégré. C'est-à-dire, alors pour intégrer une planète, il faut un Saturne fort. Il faut une personnalité, malgré tout. Donc, c'est là où on va retrouver le rôle de l'ego dans son côté positif. Bien sûr, de boussole, etc. Voilà, sans une sorte de colonne vertébrale de l'être, et de la structure de l'être, on peut, Pluton peut s'avérer être très toxique, très destructeur. Et donc, il y a d'autres types de plutoniens, en fait, qui peuvent s'avérer être des personnalités très destructrices. Toxiques, quoi. Des gens qui sont dans le pouvoir destructeur, voire les pires personnages de l'histoire, je sais pas moi, des
si on pense à des tueurs en série ou des choses comme ça, ils sont forcément plutoniens, ces gens-là. Hein. Mais, donc, c'est là où on peut voir que, en fait, on peut avoir un Pluton... Pluton ne va pas se vivre de la même manière selon les personnes. Et moi, ce que je trouve fabuleux, c'est d'avoir la possibilité, en fait, de le vivre, d'avoir cette liberté d'accéder à ce qu'il a de meilleur à nous offrir. Mais pour ça, il faut une démarche, il faut un engagement, il faut une volonté. Alors, comment faire justement pour intégrer ça et qu'il ait son rôle un peu justement de Karcher positif, on va dire? Je caricature. Hein. J'ai pas de mode d'emploi tout fait, mais je dirais que c'est quand même l'avantage de prendre de l'âge. Oui, c'est vrai. C'est que c'est un peu compliqué d'intégrer Pluton comme Uranus. Donc Uranus, c'est autre chose, c'est beaucoup plus une planète de liberté. Uranus, aussi une planète d'éveil, hein, mais qui évoque la liberté. Tandis que Pluton est une planète qui évoque le pouvoir. Quand je dis pouvoir, encore une fois, c'est plutôt la puissance. Hein. C'est le pouvoir de l'être, hein. La puissance de l'être. Oui. Uranus, ça va être donc la liberté, l'éveil aussi, hein, le supramental. Et puis, donc avec tout ce qui est relatif aux fulgurances, aux états paroxystiques que l'on peut rencontrer, des coups de génie, etc. Avec souvent Uranus derrière. Et puis Neptune, c'est la planète de l'amour inconditionnel. Et la planète vraiment de compassion et de rencontre avec le divin. Mais donc ces planètes-là, franchement, elles peuvent pas être intégrées déjà avant le retour de Saturne, qui a lieu à 30 ans. Quand je dis après, on peut quand même vivre des côtés positifs, mais très souvent, en fait, la force de ces planètes-là, elle est telle que, en fait, encore une fois, elles ont le contrôle inconsciemment sur notre existence. Parce que là, leur cycle, tu vas nous les donner, c'est quand à peu près? Pour moi, c'est à partir du carré de Pluton, après 35 ans, quand on se rapproche de la quarantaine, qu'elle commence à être de plus en plus intégrée. Mais après, il y a beaucoup de choses qui changent en ce moment. Donc, disons que il est possible, surtout les nouvelles générations qui sont très éveillées, elles les vivent beaucoup mieux qu'avant. Oui. Parce qu'il y a plein de choses qui sont passées par là. Mais si je parlais de ça, c'était aussi pour donner espoir, en fait, à des mamans qui parfois sont inquiètes par rapport à leurs enfants, à leurs ados, ou même un peu plus que ça, et qui n'ont pas trouvé leur voie, et qui peuvent être dans des processus assez destructeurs ou des choses comme ça. En même temps, ça montre une énorme capacité de transformation. C'est parce que, par exemple, un jeune qui aurait un Pluton très fort, c'est très compliqué de faire du bon Pluton, entre guillemets, à 20 ans. Oui, je vois très bien. Moi, je suis passée par là, donc j'ai un Pluton très fort. Il m'est pas arrivé des grandes catastrophes, mais mes parents étaient quand même super inquiets. En même temps, au début de ton livre, tu expliques quand même que tu as frôlé la mort, jeune. Oui, ouais. Je repense à ça quand tu dis ça, forcément. Non, mais complètement. Oui. Ouais. Et l'angoisse que tu as tirée aussi de ça, forcément, quand on frôle la mort, on garde ce goût j'imagine, du côté éphémère de la vie et du sens, forcément. Voilà, après, bien évidemment, c'est à partir de là, vraiment, que ma vie professionnelle ne pouvait pas être dans la normalité. Pour moi, c'était pas possible, ayant vécu cet événement-là, mais d'autres personnes auraient pu le vivre autrement. Bien sûr. Mais ce qui est aussi... moi, ce qui m'a beaucoup aidée avec l'astrologie, c'est de dire que, en tant que plutonienne, et il y a d'autres choses, en fait, que ce rapport à la mort, il était tellement présent en moi que c'est pas du tout... en fait, que c'était quelque chose qui était dans mon parcours de vie. Il fallait que je l'expérimente. Et si ça n'avait pas été ça, ça aurait été d'autres choses. Il était déjà là, quoi. C'est ça que tu veux dire. C'est bien mystérieux, parce que parfois je me dis aussi dans quelle mesure inconsciemment j'ai pas aussi provoqué ce truc-là, mais je veux pas tomber là-dedans. Mais par contre, c'est très intéressant de pas se positionner en victime par rapport à ce qui nous arrive. Et c'est ce que j'ai fait, malgré tout, parce que de toute façon, il faut toujours passer par l'inverse de ce qu'il faut faire pour arriver à la bonne conclusion. Mais pendant une première partie de vie, je me suis construite sur cet accident.
en disant, alors là aussi, je repense à Franck Lobvé qui parle beaucoup de ça, en fait, de l'identification au drame de sa vie pour nous donner une consistance. C'est sûr. Et donc moi, je me suis raconté cette histoire-là. Voilà, j'ai eu un accident de voiture. Bon. Et puis au bout d'un moment, en fait, il fallait vivre ça à un autre niveau, en fait. Ça, tu l'as compris avec l'astrologie ou tu l'avais déjà initié ou c'est à travers ce chemin d'initiation que ça s'est justement transmuté? Non, c'est vraiment avec l'astrologie que j'ai compris. Ouais. Ça s'est éclairé à ce moment-là? Oui, après, c'est un chemin. C'est-à-dire, encore une fois, il y a une grande différence entre comprendre et intégrer. Enfin, entre comprendre et comprendre. Oui. C'est pour ça que souvent, je pose cette question. Mettre en conscience des choses, les avoir verbalisées, comprises, ne suffisent pas. C'est la première étape, mais ensuite, comment intégrer ça? Parce qu'on le voit dans le développement personnel, hein, on lit beaucoup de choses, on comprend beaucoup de choses intellectuellement, mais ensuite, comment intégrer ça vraiment, comme tu disais tout à l'heure, vraiment au cœur de nos cellules, hein. Oui. Moi, je suis en recherche là-dessus. Oui. Donc, je pense que ce qui se passe dans le ciel, comme je disais tout à l'heure, nous aide, notamment avec cette perspective du nœud nord qui arrive en taureau. Il se passe beaucoup de choses en taureau en ce moment. Hein. Donc, en fait, ce signe du taureau, c'est vraiment l'indicateur. Donc, avec Uranus. Donc, en plus, ça veut dire que le nœud nord, il va rejoindre Uranus en taureau, je ne sais pas quand. Mais il y a vraiment quelque chose qui se fait au niveau de d'un autre rapport au corps. Hein. Alors, même si, en plus, ça, c'est pas nouveau, le rapport au corps, enfin, je veux dire. Hein. Mais là, on parle plus de bien-être, en fait. Enfin, même si, heureusement qu'on a le droit au bien-être, c'est pas ça. Mais c'est que, effectivement, en fait, pour moi, la compréhension doit se faire au niveau le plus profond de notre corps. Donc, et moi, je redécouvre ça parce que avec l'astrologie, encore une fois, j'avais compris plein de choses. Et même le livre aussi est un accélérateur. Enfin, pour moi, est devenu aussi mon guide. Oui. Non, mais parce que je me rends compte aussi, parce que je raconte plein de choses auxquelles je crois profondément. Je dis rien de ce que je ne crois pas, mais je sais très bien qu'il y a une énorme... en fait, que pour ce qui est pour que ce qui est dans ce bouquin soit intégré, il faudra peut-être plus d'une vie. Oui. Et encore une fois, c'est pas pour toi et pour les autres, mais pour toi aussi. Pour tout le monde. Oui, enfin, je veux dire, c'est quand on dit ah oui, ok, j'ai compris, mais d'accord, t'as compris certaines données. Est-ce que toutes tes parties de ton corps l'ont compris? Enfin, moi, l'expérience me montre qu'il y a encore, enfin, en tout cas pour moi, et autour de moi, et c'est ça qui est passionnant, qu'il y a encore beaucoup de chemin, et que le chemin, il passe par cette réappropriation du corps. Et que la conscience, c'est pas un truc qui nous emmène dans l'espace. Ça a été, moi, mon erreur, en fait. Enfin, c'est un truc aussi que j'ai expérimenté. Oui. C'est-à-dire que c'était cette espèce de fantasme, enfin, de rêve de vivre dans les planètes. À l'extérieur, quelque part, encore. Oui, enfin, oui, à l'extérieur, il y a ce côté, voyage dans l'univers. Oui. Bon. Et en fait, pour avoir vécu une expérience comme ça en état de conscience modifié, j'ai explosé en vol, en fait. Pas compliqué. Donc, depuis cette expérience, c'est beaucoup plus l'idée. Quand je disais que le ciel est à l'intérieur de nous, mais c'est vraiment qu'en fait, essayer d'arriver à vraiment sentir l'univers à l'intérieur de nous, jusqu'à se confondre avec lui. Et ça, c'est loin d'être simple. C'est notre cosmogonie intérieure et vraiment la cosmogonie globale, que tout est en tout et que nous sommes ce tout. Et jusqu'à se dissoudre avec lui. Donc, c'est-à-dire, vraiment, là, on retrouve quelque part la mort de l'ego, en fait, dans cette expérience. Et en fait, accepter la mort de l'ego... alors, encore une fois, on en a besoin, mais... donc, c'est pas la critique de l'ego, c'est pas ça, mais c'est la mort du mental, en fait.
Et parfois, il y a des moments de notre vie, en fait. Des personas, des masques. Oui, mais ça parle aussi de notre structure, en fait. À un moment, en fait, on est à des périodes de vie et je pense qu'on est beaucoup à vivre ce moment-là, avec ce qui se passe en ce moment. Je donne pas trop les détails astrologiques, mais il y a ces éclipses, il y a les nœuds lunaires, il y a les conséquences en fait de 2020 avec la triple conjonction Pluton, Saturne, Jupiter en Capricorne et la manifestation qu'on a tous rencontrée. On n'a pas fini de, en fait, on n'a pas fini de vivre les conséquences de tout ça. Ouais, ou de le digérer, oui. De le digérer, exactement. Et en fait, ce que je voulais dire, c'était que, en fait, aller jusqu'au bout de l'expérience, en fait, jusqu'à se dissoudre avec l'univers, c'est quelque chose qui peut être... La première étape peut être extrêmement pénible et douloureuse à vivre. Et c'est pour ça que c'est important d'être accompagné. Il y a un bouquin qui s'appelle Le chemin le moins fréquenté. Je sais pas, peut-être dû en entendre parler. Bon. Donc ça, si c'est le moins fréquenté, c'est pas pour rien, en fait. C'est que, évidemment, tout le monde peut y avoir accès. Et de plus en plus, tout le monde y aura accès. Mais c'est quand même... ça peut être extrêmement douloureux. Et les planètes nous aident à nous dire... à nous donner, en fait, les énergies en présence pour nous accompagner dans ce passage. Intéressant. C'est vraiment cette vision de la nuit noire de l'âme, collective et individuelle. Ouais. De cette traversée à laquelle on ne coupe pas dans l'expérience de l'incarnation, quelque part. Après, on peut choisir de l'éviter ou de ne pas le vivre, mais quelque part, elle se présente comme ça, ce chemin se présente. Alors, le problème de l'astrologie aujourd'hui, c'est qu'elle ne va pas toujours nous dire comment faire. En fait, elle nous parle de force en présence et elle nous parle de moments de timing. Bon, ce n'est pas toujours d'une précision extrême, mais quand je dis ça, c'est par exemple s'il y a telle configuration, tel jour, ça peut être un petit peu décalé. Parfois, même si on prend des grands transits de Pluton qui durent sur une année, ça peut déborder un petit peu. Oui. C'est comme l'ère du Verseau, on voit que c'est très large. Voilà, donc on parle de climat. Donc c'est des forces en présence, c'est des éléments de datation. Et tout ça permet d'identifier justement l'accompagnement qui va être juste, ce qui est ce genre de choses. Après, c'est pas... moi, ce que je voudrais aller plus loin dans cet outil, justement, pour aller vers des accompagnements de guérison. Mais je suis en train d'expérimenter ça. Pour l'instant, si je vois une problématique, et que alors très souvent, ça aide quand même. Donc, identifier une problématique... Oui, c'est sa mise en lumière, oui. Donc, c'est quand même très fort déjà comme moment. Et puis après, il y a... mais il y a ce que la personne, en fait, va engranger derrière. Mais penser qu'il suffit d'avoir une consultation en astrologie et puis que ça va tout régler... Là, on est très très loin de la caricature de l'astrologie divinatoire, etc. On est vraiment très éloigné. D'ailleurs, c'est le chemin vraiment que prend l'astrologie qui revient en force aujourd'hui. Il y a eu pas mal d'articles. Et Frédéric Lenoir, j'ai vu, qui était interviewé sur ce sujet il n'y a pas longtemps. Il y a eu un bel article, nous qui sommes en Suisse, aussi dans le temps. Ah oui. Tu étais dedans. Et qui parle de ce retour d'une... C'est pas vraiment une autre astrologie, c'est l'astrologie de toujours, mais qui était pas connue telle quelle. C'est vraiment, tu le dis d'ailleurs dans ton livre, c'est le côté vulgaire de l'astrologie qui était peut-être plus apparente. Oui, c'est ça. Après, ce que je pense, c'est que la période actuelle nous permet de vraiment pratiquer l'astrologie, l'astrologie qu'on aime. En fait, avant, là, c'est ça, là, en fait, je dirais, le grand changement pour l'astrologie en ce moment, c'est qu'avant, elle était difficile d'application. Et aujourd'hui, on a quand même plein d'outils. Son temps est venu et revenu. Voilà. Après, je trouve qu'il faut faire un peu attention, personnellement, de pas retomber dans une sorte de vulgarisation. Et en fait, faut faire aussi attention
en tant qu'astrologue, et ça concerne pas que les astrologues, mais c'est quand même un outil de pouvoir. Donc, c'est de faire attention par rapport à ce que l'on en fait. C'est moi, j'ai envie de revenir vraiment à quelque chose de très. Enfin, j'ai envie de revenir à l'amour, en fait. J'ai envie de. Le pays de l'amour, ce fameux, de l'extase. En fait, moi, de plus en plus, j'ai envie vraiment d'être dans la relation d'aide. Ça m'intéresse pas du tout d'avoir raison avec ce que je raconte. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense qu'il y en a beaucoup dans ce domaine-là qui sont... et je juge personne parce que moi, je suis passée par là. Donc franchement, voilà, il y a personne est dans le viseur, mais c'est aussi une sorte de recommandation que je me fais à moi-même. C'est qu'il y a le côté un peu waouh, c'est fantastique, ça marche. Donc j'ai une sorte de pouvoir magique. Bon, le pouvoir magique, on l'a tous en fait. On a tous des intuitions, il nous arrive tous des synchronicités, des choses qui font que on se dit bon, je suis quelqu'un un peu de spécial, je suis peut-être un peu élu par l'univers. En fait, pour moi aujourd'hui, c'est pas du tout ça. Donc, c'est ce livre, d'une certaine façon, me délivre de ça, en disant, maintenant, c'est vraiment le retour au cœur le retour au cœur. Quand je dis ça, c'est d'imaginer, oui, je vais reprendre des consultations. Pour l'instant, elles sont suspendues. Mais moi, mon rêve, ça serait de vraiment prendre le temps de ces consultations et de pas être dans le blabla, je vais vous expliquer, alors vous avez Pluton là, Non, parce qu'il y a le livre pour ça maintenant. Mais c'est plutôt la personne qui vient me voir et puis, franchement, qu'est-ce que vous avez dans le cœur? Qu'est-ce qui va pas? Et ensuite, il y a un dialogue de cœur à cœur avec... quelque part englobé par l'univers tout entier. Enfin, je dis ça, c'est un peu une image comme ça. Mais... Et puis, en fait, donner de l'amour grâce aux planètes. Comment intégrer ça vraiment à travers l'amour et la guérison, en fait. Ouais. Parce que pour moi, c'est un outil de guérison. Et jusqu'alors, il n'a pas été tellement abordé comme ça. Peut-être le chemin que nous ont montré les rois mages à une autre époque. Je sais pas pourquoi je pense à eux comme ça d'un coup. Ça doit être juste. Je pense à ces rois mages qui suivaient l'étoile et qui demandaient à ce qu'on intègre quelque part peut-être dans cette épiphanie le ciel en nous à ce moment-là. Ouais. La lune revient en force. Alors, je l'ai pas dit au début, on a fait 2 podcasts déjà ensemble, donc je vous recommande vivement de les écouter ou de les réécouter. On avait déjà parlé de la lune, mais j'aimerais qu'on revienne dessus parce que quand on parle de cette astrologie peut-être plus populaire ou vulgarisée, c'est vrai qu'on voit ce retour très en force de la lune, des rituels autour de la lune, qui est lié à ce retour du féminin, voire même du féminin sacré. Pourquoi ça ressurgit à ce moment-là? Qu'est-ce qu'elle vient nous dire, la lune? Toi, je sais que tu es très dans le ressenti, tu l'as un peu dit tout à l'heure par rapport à ça, mais quelle est ta vision de ce mouvement, de cet élan? En fait, c'est le retour à la nature. C'est le retour à la perception du cosmos. D'ailleurs, en fait, pour régler ces cycles, il est conseillé d'être loin des villes, donc d'être le plus possible dans la nature où il n'y a pas d'électricité. Ah, je savais pas ça. Parce que c'est l'électricité nocturne quelque part qui nous sépare en fait de l'énergie lunaire. Donc le fait d'être en pleine nature, en fait, ça nous reconnecte quasiment instantanément à la lune et ça nous règle sur elle. Intéressant. Donc il y a ce besoin de nature. Oui. Il y a ce besoin d'être dans l'être. Mais en fait, c'est un engouement pour la lune, mais je dirais pour le soleil aussi. En fait, c'est aussi quand de plus en plus on est dans le rayonnement, dans quelque chose de très de se redonner de la valeur, de s'honorer, etc. Oui. Mais c'est pas tout à fait... En fait, c'est lié à l'astrologie. Mais on peut très bien être
je dirais qu'aujourd'hui, la Lune, en fait, tout le monde, dans toute discipline confondue, s'y intéresse. Oui. Oui, que ce soit aussi dans l'anthroposophie, je pense à la biodynamie, etc. Ouais. Et aussi dans les cosmétiques. Ouais. Mais quelque part, c'est le signe qu'en fait, à un échelon, au niveau de l'humanité, eh bien, oui, on reprend conscience de notre nature cosmique. Mais ça, c'est quelque chose, notre nature cosmique, je veux dire, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qu'on a oublié à travers le temps. Oui. Mais les civilisations anciennes ne vivaient, vivaient au rythme. Oui. Ils étaient beaucoup plus connectés que nous encore. Je pense que. C'était, ils n'avaient pas, comme tu disais, une pollution, une perturbation d'autre chose, parce que c'était ce qui était là, quoi. Et sans doute, ils étaient ils étaient canalisés. Ils étaient en réception. Intéressant. J'aimerais que tu reviennes un peu sur les rétrogradations. C'est vrai que beaucoup de gens se disent, est-ce qu'on peut sortir et vivre un peu quand Mercure rétrograde, etc. Puis je vois passer des commentaires sur ton Insta aussi à ce sujet. On voit qu'il y a des appréhensions liées à ces rétrogradations. Tu te l'as déjà un peu dit, mais... Alors, j'en parle dans le bouquin, qu'est-ce qu'une rétrogradation, etc. Toujours rétrogradation, ça veut dire période de perturbation. Bon. Est-ce que, parce qu'il y a des perturbations, il faut rester chez soi? Moi, encore une fois, j'ai changé mon fusil d'épaule par rapport à tout ça, par rapport aux rétrogradations. Ça ne va pas m'empêcher de faire quoi que ce soit. Typiquement, une rétrogradation de Mercure, on dit il vaut mieux pas voyager. En fait, tout ce qui touche tout ce qui touche aux connexions au sens large se trouve perturbé. Bon. C'est terrible de se dire, ok, là, Mercure, c'est une planète qui rétrograde 3 semaines, 3 fois par an. Donc, c'est un peu terrible de se dire, ok, là, cette planète rétrograde, donc en fait, je vais pas faire de vélo, je vais pas, parce qu'il n'y a pas que l'avion. 3 fois 3 semaines, hein. Oui. C'est ça. Et donc, du coup, d'organiser sa vie en fonction de ça, moi, personnellement, c'est un petit peu ce qu'on disait au tout début, avec cette anecdote avec mon fils. Moi, j'ai pas envie de vivre comme ça. Voilà. Par contre, je vais pas non plus, alors que j'ai certaines informations, je vais pas aller complètement à l'encontre, en fait, de quelque chose que j'ai validé à l'intérieur de moi. Oui. Donc, c'est la notion de qu'est-ce qui est important, de faire preuve de discernement, de redoubler de discernement pendant cette période-là. Bon. Un exemple, on dit qu'il faut rien signer pendant Mercure rétrograde. Qu'il vaut mieux ne pas signer. Bon, après, il y a 2 périodes dans les rétrogradations. C'est-à-dire que lorsqu'on parle d'une rétrogradation d'une planète, il y a un moment où elle va se retrouver en alignement avec la Terre et le Soleil. Bon. Donc, si on prend l'exemple de Mercure, c'est au milieu de la rétrogradation qu'a lieu cet alignement. Donc, c'est sûr qu'avant cet alignement, il vaut mieux redoubler de prudence. Bon. Et puis, la deuxième partie, il y a l'idée qu'il y a un nouveau Mercure. Oui. Donc, Mercure, c'est lié à notre... du coup, oui, notre pensée et tout notre système de connexion, interne comme externe. Donc, qu'il y a une nouvelle façon de penser, en fait, qui peut émerger, comme si on avait tout d'un coup des nouvelles lunettes. Oui. Donc, la deuxième période va quand même être un petit peu plus nettoyée du passé. Parce que dans la première période, on est toujours trop accroché au passé. Il y a une tension, quoi. Oui, et puis on est... en fait, on voit la vie par le prisme du passé dans la première partie. C'est pour ça qu'on n'est pas très éclairé pour prendre les bonnes décisions. D'accord. Et ensuite, on commence à être beaucoup plus porté par l'avenir dans la deuxième partie. Bon. Et là, pour reprendre mon anecdote, moi, récemment, on m'avait demandé devant un notaire, la date là pour la vente d'un bien, etc. Quelle date vous irez Bon, évidemment, ça tombait pendant la période de Mercure rétrograde, parce que de toute façon, c'est toujours comme ça la vie. Non, mais c'est vrai. Ce que tu disais tout à l'heure, ça vient chercher... On est toujours rattrapé, et à ce moment-là, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait ?
moi, en mon âme et conscience, je suis désolée, mais je vais pas signer un acte qui est hyper cher à mon cœur en pleine rétrogradation de Mercure. C'est pas possible, sinon j'arrête l'astrologie. Mais c'est parce que ça me tient à cœur. Oui. Donc du coup, j'ai dit, ok, ça sera au moment exact où Mercure devient direct. Et là, pour moi, ça fait sens. D'accord. Ouais. Par contre, j'ai pris un billet d'avion au moment où Mercure est rétrogradé, mais pour moi, il n'y a tellement pas d'enjeu que ça ne me dérange pas de le prendre. Et puis, bon, après, je peux avoir quand même... Je sais que ce jour-là, je ferai un peu plus attention, c'est-à-dire, je prendrai de la marge. Oui. Je n'arriverai pas en retard à l'aéroport, parce que je sais que là, il y a beaucoup plus de chances pour que je ne l'ai pas. Oui. Oh, j'en ai raté des trains et des avions. Moi, j'aurais dû regarder. C'est bien d'avoir cette info, si tu veux, parce pour se dire, OK, tout est plus perturbé que d'habitude. On peut avoir plus de problèmes de connexion avec son ordinateur, nanana. Et en fait, ça aide de se dire, bon, c'est comme ça. Ça aide au lâcher prise, d'avoir l'information. Et en même temps, à l'inverse, tu peux dire, tiens, si je ne l'ai pas eu ce jour-là, si j'ai raté mon train, c'est peut-être que est-ce un mal, est-ce un bien, nul ne le sait, hein, comme dit le sage, effectivement. Est-ce que finalement, je ne devais pas le rater pour une raison De toute façon, l'enseignement de Mercure rétrograde, c'est nous dire de calmer le jeu. D'accord. Et d'arrêter d'être dans une espèce d'hyperactivité, parce qu'il faut mettre justement un petit peu ses neurones au repos et remettre nos dossiers en ordre, quoi. Ouais. Mais ça, c'est bien de le savoir, ça, c'est cool. Oui. Le prochain, c'est quoi alors, c'est après-demain. C'est à partir du 29 juin. Oui, donc ce podcast est 29 mai. 29 mai, 3 semaines. Hein, et... Mais tu vois, là, c'est une bonne... Tu vois, et ça dure 3 semaines. Hein, donc là, 3 semaines. Voilà, donc ton podcast qui va être publié un lundi va être effectivement, on va couvrir cette période. C'est ça. Mais du coup, c'est pas... en fait, quand on se pose les bonnes questions, Mercure rétrograde va énormément nous aider. Par contre, mais ça, c'est un principe valable pour l'astrologie. C'est-à-dire, on pose les mauvaises questions, on va avoir des mauvaises réponses. Bah oui. Forcément. Alors, parmi tous les mystères là, d'un thème astral, on ne peut pas évidemment les citer tous, mais on trouve celui assez fascinant quand même, j'ai trouvé, des nœuds lunaires, ces portes de lumière qui viennent éclairer un peu notre dharma et notre karma. Alors, de quoi s'agit-il ? Alors, les nœuds lunaires, on en a un peu parlé. Oui. Donc, c'est ces points de connexion finalement entre le Soleil et la Lune. Oui. Et la Terre. Bon. Donc, traditionnellement, c'était très lié au karma dharma, effectivement. Moi, je le vois... Alors, j'ai de plus en plus, finalement, de difficultés à parler de karma dharma. En fait, parce que je pense que déjà, les deux sont indissociables, en fait. Donc, en fait, ça parle d'un axe d'évolution. Et on pourrait presque se limiter à eux, d'une certaine façon. Enfin, si on n'avait qu'une seule chose à regarder dans le ciel, non, il y a quand même le Soleil. Le Soleil, ça reste très important parce que c'est le centre c'est ce qui se rapproche le plus du soi intégrateur, le Soleil. Mais quand même, cet axe nous donne des indications tellement précieuses de savoir où il se trouve, dans quel axe, c'est-à-dire quel signe, les deux signes qui se font face. Et quelle maison, ça nous indique en fait là où est concentrée nos énergies. Donc il y a des vrais enjeux qui se situent là. L'un qui va plus parler de nos automatismes. Le nœud sud, il nous parle de là où on agit de façon assez facile, avec les automatismes du passé, d'où cette idée du karma. Oui. Mais ça n'a pas forcément un lien... Enfin, si, ça peut avoir un lien, effectivement, avec les vies antérieures et tout, mais moi, je ne travaille pas trop comme ça. Mais ça nous parle de notre première partie de vie, en fait, de notre éducation, enfin, de choses comme ça, de choses avec lesquelles on a été formaté. Oui, d'accord. Donc, ça nous parle quand même de réflexe de l'ego, le lieu du nœud sud. Oui. Mais encore une fois, c'est pas une mauvaise chose. On en a eu besoin pour se construire et il y a beaucoup de cadeaux là où il y a le nœud sud. Mais le souci, c'est quand on reste là, quand on reste à cet endroit.
et qu'on prend pas la direction du nœud nord, parce que il y a cette idée qu'on va être dans une zone de confort qui va s'avérer être piégeante, parce que la vie en fait, la vie veut nous faire évoluer. On est toujours dans un principe évolutionnaire d'évolution. Donc si on reste trop là, on va pas s'accomplir. Il n'y a pas cette notion justement de transcendance, d'accomplissement de l'âme. Donc le nœud nord, il nous parle d'une direction à prendre et vers laquelle la vie va abonder en fait. Mais après, c'est l'idée, c'est de faire dialoguer les deux. Oui. Toujours cette idée d'équilibre. Et il n'est pas du tout interdit de revenir sur son nœud sud. Parce qu'en fait, c'est ça, moi, que je constate de plus en plus. C'est-à-dire que comme les personnes, elles sont de plus en plus éclairées, il y a de plus en plus de gens qui sont sur leur nœud nord, en fait. Et la difficulté, c'est qu'en fait, il y a une espèce de peur inconsciente, parce que ils n'ont pas les infos astrologiques, mais il y a une espèce de peur de retourner sur le nœud sud. Oui. Tu vois, c'est comme moi, quelque part, avec mon bouquin. Moi, j'ai le nœud sud en Gémeaux et en maison 11. Donc, typiquement, je ne suis pas du tout faite pour... je suis pas faite pour être connue. Bon, je suis pas faite pour prendre... je suis pas faite. Si, j'ai un karma qui est fait pour ça, mais ça parle de karma. Donc, dès qu'il y a du karma, il y a le spectre de la punition. Ouais. Bon. Si on se réfère à une vision trop stricto sensu enfermante de l'astrologie, eh bien, on se coupe de la moitié de ce que l'on est. Donc, et moi, je suis beaucoup plus dans le... Non, on a le droit de retourner vers le nœud sud, mais en conscience. Donc, savoir pourquoi on le fait. Oui, c'est ça. Et à ce moment-là, il y aura pas ce... Il faut toujours revenir à ça, en fait. À cette perception, cette conscience qu'on a de pourquoi. Oui, avoir conscience qu'en fait, en retournant à cet endroit, on s'expose, en fait, potentiellement à du karma non résolu, et on s'expose à un réveil de l'ego. Bon. Intéressant. On arrive à la fin de ce podcast, on a presque dépassé 1 heure. Très rapidement, tu parles de Chiron très joliment, cet astéroïde qui pourrait être aussi celui du Petit Prince, tu écris. Est-ce que tu peux nous raconter ce mythe ? Alors, oui, en quelques mots, parce qu'il est long. Ou simplement de parler de cette perception par rapport à cet astéroïde. Chiron, moi, c'est la révélation de ces derniers mois. Donc je le connaissais depuis longtemps, mais j'approche de la 50aine. Du tout. On va pas dans l'autre sens. Et Chiron met 50 ans pour faire le tour du zodiaque. Et les quelques années qui précèdent, il s'active beaucoup justement pour par rapport à une dynamique de guérison. Donc Chiron, c'est le grand guérisseur blessé du zodiaque qui nous dit en substance que nos blessures, les blessures dont nous sommes porteurs, sont la source de notre guérison. Et donc, c'est un astéroïde, une petite planète qui se situe entre Saturne et Uranus. Saturne, le monde visible, Uranus, le monde invisible. Et dans la mythologie grecque, c'est un dieu. C'est un dieu à la forme de cheval. Donc, il est à moitié dieu, à moitié animal. Il lui manque une dimension, c'est la dimension de l'homme. Dès le départ, il a une double blessure. Donc son père, c'est Chronos, c'est Saturne, qui ne s'occupe pas de ses enfants, en fait, voire pire, en fait, qui abandonne ses enfants. Avant, il les mangeait. Je vous épargne les histoires, mais Saturne est un père castrateur et un père sévère. En tout cas, il abandonne Chiron, qui est aussi rejeté par sa mère, qui ne supporte pas, en fait, de voir la forme physique qu'il a pris, à savoir la forme d'un cheval. Donc, il est quand même abandonné et rejeté, et élevé par Apollon et Artémis, donc le soleil et la lune en personne. Et il va développer tous ses dons, vu que c'est un dieu, donc il a plein de dons, en fait,
il guérit, il enseigne, il est médecin, il est enseignant, il est astrologue, il est artiste, tout ce qui porte la main de Dieu. Chiron, Kyros, c'est la main en grec. Donc il y a cette idée de main de Dieu. Et ensuite, toute la Grèce le visite parce que il prodigue toujours des conseils très sages. C'est un sage, en fait. Et jusqu'au jour où il est blessé. Donc, il est blessé par une flèche, donc soi-disant accidentelle, puisque dans notre monde, rien n'est fortuit. Et une flèche qui va lui faire souffrir le martyre. Donc ça, c'est beaucoup de thérapeutes d'ailleurs connaissent ça en fait. Ils guérissent tout le monde, mais ils n'arrivent pas à se guérir eux-mêmes en fait. Et donc il va souffrir le martyre à cause de cette flèche auquel il ne trouve pas la solution. Donc il ne trouve pas la voie de la guérison. Donc cette souffrance va l'amener à trouver la solution en fait. Donc, à être énormément dans la recherche intérieure, dans l'introspection. Et jusqu'au jour où la souffrance étant devenue tellement insupportable, il va voir Zeus. Donc, en l'occurrence, Zeus, c'est Jupiter, le principe de l'expansion. Et qui lui propose donc un deal, à savoir d'échanger son immortalité, puisque étant un dieu, il était immortel, contre la guérison. Donc ça veut dire en acceptant la mortalité, il devient humain. Et donc il accède à ces 3 dimensions et il est réunifié. Après, le mythe va plus loin parce qu'il prend la place de Prométhée qui était sacrifié sur son rocher. Oui. Et Prométhée, c'est Uranus. Donc, en fait, l'acceptation de la mort, l'acceptation de sa partie humaine, de son humanité la plus profonde, finalement délivre l'humanité. Oui. Donc c'est un très beau mythe qui nous dit, en fait, qui nous donne des clés par rapport à nos processus de guérison. Et la clé de Chiron, c'est l'anti-héros. Chiron, en fait, c'est un sage et il a une énergie qui est très féminine. Donc, le mode d'emploi de Chiron, c'est l'acceptation. C'est l'abdication, en fait. Oui. C'est par rapport à toute sa souffrance. Alors déjà, il y a le fait. Alors ça, c'est un enseignement aussi qui est important. Et il y a quelque chose de l'ordre de « je m'abandonne à vivre ». Oui, tout à fait. En fait, j'accepte ma condition. Oui, en fait. C'est ça. Et aussi, ce que je trouve, moi, c'est une sorte de mantra. En fait, c'est devenu une sorte de mantra. C'est qu'on ne peut pas réprimer les blessures de l'âme. Et cette blessure, cette flèche qui l'a blessé, en fait, c'était ça. C'est parce que il avait quelque part oublié. Il fallait se rappeler, en fait, à ces blessures. En l'occurrence, l'abandon, le rejet. Etc. Et c'est une invitation à être, en fait, dans sa vulnérabilité. C'est un mot qui revient beaucoup en ce moment. Oui, puis avec Camille Sfez qui le popularise aussi beaucoup. Un petit coucou à Camille, là. Voilà. Donc la vulnérabilité, c'est le mot de passe c'est le sésame de Chiron. Oui. Se montrer vulnérable. Et de plus en plus, en fait, les gens acceptent d'être vulnérables. Bien sûr. Et d'ailleurs, la vulnérabilité, c'est important parce que, par rapport à l'astrologie, c'est plus que de l'astrologie, mais c'est la vulnérabilité qui ouvre les portes du ciel. J'ai une amie qui est sœur, qui est bonne sœur, et la devise de son ordre, c'est blessé, je ne cesserai d'aimer. Donc ça me fait penser aussi à ça quand je t'entends. Complètement. Et moi, il m'accompagne, Chiron, et mon meilleur ami depuis quelques mois. Et encore ce matin, je disais à une amie qui a son anniversaire aujourd'hui, c'est 50 ans. Donc le jour de la sortie du livre. Il y a tout un historique avec elle aussi. Et Chiron est bien là. Eh ben voilà, c'était une super conclusion. Merci Chiron. J'ai dit Chiron, mais c'est Chiron. Merci Sophie Keller de nous avoir guidés à travers ces messages célestes et révélé quelques-uns des mystères de l'astrologie. Pour en savoir plus, je rappelle le titre de ton nouvel ouvrage et premier ouvrage, Le ciel t'aidera, aux éditions Robert Laffont.
Et pour tous ceux qui veulent suivre ton travail, il y a aussi évidemment ton compte Instagram très populaire, Sophie Keller Astrologue, et ton site internet sophie-keller.com. Pour l'instant, tu ne prends plus de nouveaux clients en individuel. Hein. Non, mais ça va revenir. Quand j'aurai ma maison, un jour. Voilà. Alors, restez vigilants. Merci. À bientôt, Sophie. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement. Découvrez aussi en librairie mon livre, issu du podcast Métamorphose, éveille ta conscience, 33 rencontres essentielles pour être soi aux éditions Erol. Et enfin, pour nous soutenir, rejoignez la tribu Métamorphose à l'adresse patreon.com/métamorphose. Merci infiniment. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Je remercie chaleureusement notre partenaire Léa Nature, premier fabricant français indépendant de produits bio et naturels en alimentaire, cosmétiques, hygiène, diététique et santé. Une entreprise familiale engagée dans une démarche de philanthropie environnementale portée par l'adhésion de leur marque bio au collectif mondial 1% for the Planet et leur fondation d'entreprise.